Les leaders iraniens ont promis de détruire mon pays, d'assassiner mon peuple. Et la réaction de cette institution, de presque tous les gouvernements représentés ici, a été de ne faire absolument rien. Silence total. Un silence assourdissant. La guerre Israël-Iran cachait un secret. Et pour le découvrir, regarde ça. Replaçons le contexte. Le 1er avril 2024, le gouvernement de Benyamin Netanyahou décide de lancer une attaque contre le consulat d'Iran en Syrie. Ils se sont rendus ensemble sur les lieux juste après l'attaque. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères à gauche et l'ambassadeur d'Iran en Syrie à droite, l'identité du coupable ne fait aucun doute. Tout le peuple syrien sait qu'il s'agit du bâtiment du consulat de l'ambassade iranienne. Les actions d'Israël violent toutes les normes du droit international. Ces attaques ne peuvent être contrées que par une plus grande fermeté et davantage de soutien au peuple palestinien et à la résistance, que ce soit en Irak ou au sud du Liban. La résidence de l'ambassadeur, sortie indemne, se trouvait à l'étage supérieur de la section consulaire, accolée à l'ambassade d'Iran et entièrement détruite. Selon Téhéran, 6 missiles tirés par des chasseurs F-35 ont visé le bâtiment, situé dans un quartier de la capitale syrienne qui abrite de nombreuses représentations diplomatiques et des bureaux des Nations Unies. Selon le corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, 7 de ses membres ont péri, dont 2 commandants de la force Quds, l'unité d'élite de cette armée qui intervient à l'étranger. Parmi eux, le général Mohammad Reza Zahedi, en charge selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des opérations pour la Syrie, le Liban et la Palestine. L'ONG, basée au Royaume-Uni, fait état au total de 14 morts, 8 Iraniens, 5 Syriens et 1 Libanais, tous des combattants. Le Hezbollah a de son côté annoncé la mort d'un de ses hommes. Comme de coutume, Israël ne confirme ni n'infirme être à l'origine de ce raid. Le 5e, en 8 jours, a visé la Syrie. Quand j'ai vu l'info passer dans les médias, j'ai eu l'impression que c'était assez anodin, léger. C'est comme ça que ça se passe dans cette région du monde. Mais moi, j'en avais mesuré la gravité, la lourdeur. Pourquoi? Parce que selon moi, c'était un signal du commencement d'une 3e guerre mondiale. Parce que d'un côté, tu avais les Israéliens, qui sont soutenus par les Occidentaux, notamment les États-Unis, première puissance militaire mondiale. Mais de l'autre côté, du côté iranien, tu as des soutiens russes, des soutiens chinois. Or, cette attaque contre le consulat iranien aurait pu marquer le commencement d'une guerre entre les Occidentaux et les puissances émergentes sur le territoire du Moyen-Orient. Maintenant, il y a une question qui se pose. La question à 20 millions de dollars. La question à 20 millions de dollars, c'est la question pour laquelle les services de renseignement de tous les États du monde sont prêts à mettre des millions sur la table. Et cette question, c'est: quelle est l'intention? Quelle est l'intention? C'est pourquoi est-ce que l'adversaire ou l'ennemi décide de réagir ainsi? Dans quel objectif? Parce qu'à partir du moment où tu es capable de comprendre l'objectif, eh bien tu peux commencer à désamorcer la bombe. Et là, l'objectif de Benyamin Netanyahou était assez clair.
Tout d'abord, il est enlisé dans la guerre à Gaza. Chiffre à présent 600, c'est le nombre de soldats israéliens tués dans la guerre à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Chiffre donné ce lundi par l'armée israélienne. On vous retrouve à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Un chiffre diffusé alors que Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est accusé par une partie de l'opinion publique de son pays de ne pas savoir comment mener ou comment terminer la guerre à Gaza. Oui, absolument. Il y avait hier soir ici à Jérusalem où je me trouve une très importante manifestation qui a réuni plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens qui effectivement contestent la manière dont Benyamin Netanyahou conduit cette guerre. Il faut préciser que ces Israéliens étaient opposés à Benyamin Netanyahou avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, d'une part, effectivement, ils considère que cette guerre est trop longue, qu'elle est trop meurtrière pour les soldats israéliens et surtout qu'elle ne permet pas le retour des otages encore détenus par le Hamas. Et cela, pour ces manifestants, eh bien, c'est un échec du gouvernement israélien, mais c'est la société tout entière, bien sûr, qui se retrouve confrontée à une guerre extrêmement longue, la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Et ça lui crée une opinion mondiale qui est défavorable, mais également une opinion nationale qui lui est de plus en plus défavorable. Et ça a commencé lors de la réforme de la justice. La tentative du gouvernement israélien de limiter le pouvoir judiciaire a déclenché l'année dernière l'un des plus importants mouvements de contestation de l'histoire du pays. Une crise depuis suspendue suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre et de la guerre dans la bande de Gaza. Les partisans de Benyamin Netanyahou estiment que le caractère raisonnable protégé par la Cour est une mesure arbitraire et que le Parlement ne doit pas être soumis à la volonté de juges non élus. Des arguments qui ne tiennent pas pour les opposants. Selon eux, la réforme ouvrirait au contraire la voie à un régime autoritaire où Benyamin Netanyahou pourrait annuler d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Israël n'a qu'une seule chambre parlementaire et aucune constitution écrite formelle. Le pouvoir judiciaire est ainsi considéré comme un frein essentiel face au gouvernement. Cette décision de la Cour suprême contre la réforme judiciaire pourrait provoquer une nouvelle crise politique dans le cas où le gouvernement de Benyamin Netanyahou tenterait d'ignorer la volonté des juges. Et cette réforme de la justice a commencé à créer un craquement au sein de la société israélienne. Les gens commençaient à se diviser. Il y avait les pro-Netanyahou et les anti-Netanyahou. Mais quand tu rajoutes à cela la somme de tous les éléments qui se sont passés depuis le 7 octobre, eh bien là, la société est quasiment divisée. Mardi soir à Jérusalem, 3e des 4 jours prévus pour ce mouvement de contestation antigouvernementale. Et des scènes de tension quand des manifestants tentent de contourner les barricades de police afin d'atteindre la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou ou de bloquer les canons à eau. Le cortège était parti de la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne. Nous avons besoin de nouvelles élections de toute urgence. Nous en avons besoin pour avoir un gouvernement légitime. Il y a beaucoup de méfiance à l'égard de ce que fait ce gouvernement. Nous avons un gouvernement qui n'a pas réussi à protéger Israël et qui n'a pas réussi à gérer la situation à propos des personnes qui ont été kidnappées et détenues à Gaza pendant si longtemps. Nouvelles élections, sort des otages, mais aussi critique du nouveau projet de loi pour consacrer l'exemption de service militaire pour les communautés ultra-orthodoxes. Les griefs sont nombreux. Le pays reste largement favorable à la guerre, mais après 6 mois de conflit, la figure du Premier ministre attise les divisions. Certaines familles des otages l'accusent d'être un obstacle à leur libération et de faire de la politique sur leur dos. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 5 personnes. Un policier a été admis à l'hôpital après avoir été touché par une barrière anti-émeute lancée par un manifestant. Lorsque ton peuple se divise, ton pouvoir est en péril. Et t'es en danger critique de mort politique. Or, pour survivre, il n'existe qu'une seule issue. La seule issue pour survivre au raz-de-marée de la division, c'est de créer une union nationale.
Un élément qui va faire que tout le monde va se réunir derrière toi. Et le meilleur moyen pour faire en sorte que les gens se réunissent derrière toi, c'est de trouver une nouvelle menace. Une menace existentielle. Une menace puissante, mais que tu sais que tu pourras vaincre. Et cette menace, c'est l'État iranien. Nous sommes résolus à empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Nous laissons toutes les options ouvertes et le confinement n'est certainement pas une option. Israël a patiemment attendu que la communauté internationale résolve ce problème. Nous avons attendu que la diplomatie fonctionne, que les sanctions fonctionnent. Nous ne pouvons plus attendre longtemps. En tant que Premier ministre d'Israël, je ne laisserai jamais mon peuple vivre sous l'ombre de l'anéantissement. As Prime Minister of Israel, I will never let my people live in the shadow of annihilation. Et c'est là qu'on peut répondre à la question qui vaut 20 millions de dollars. Quelle était l'intention de Benyamin Netanyahou? Tout d'abord, il était en difficulté. Il joue sa survie politique. Et le meilleur moyen pour lui de survivre politiquement, c'est de réveiller la menace iranienne. Et le meilleur moyen de battre les Iraniens, c'est quoi? C'est d'avoir le grand frère américain qui est derrière. 1948, David Ben-Gourion, chef exécutif de l'agence juive, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. 2 ans plus tard, l'Iran devient, après la Turquie, le 2e pays à majorité musulmane à reconnaître le nouvel État. À ce moment, Israël comme Iran, perses et chiites, sont isolés dans un monde arabe majoritairement sunnite. Pendant 31 ans, sous le régime du Shah, les pays sont alliés, les relations commerciales fleurissent. En 1979, la révolution islamique bouleverse cet équilibre. Le guide suprême, l'ayatollah Khomeini, désigne les 2 principaux ennemis de l'Iran, les États-Unis et son allié Israël. Le dirigeant se dresse en défenseur de la cause palestinienne. 3 ans plus tard, il ordonne la création d'une milice islamiste au Liban, le Hezbollah. La tension monte d'un cran en 2005 avec l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, président ultra-conservateur. Il qualifie régulièrement l'Holocauste de mythe, comme lors de cette intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il considère le sionisme comme une notion et une idéologie sacrée. Toute question concernant ses fondements et son histoire est condamnée par eux comme un péché impardonnable. En revanche, ils approuvent et autorisent les sacrilèges et les insultes à l'encontre des croyances des autres religions divines. En parallèle, il organise la poursuite du programme nucléaire civil iranien. Israël s'en inquiète et met en garde ses alliés. Nous ne devons pas sous-estimer les Iraniens. J'ai déjà parlé de leurs centrifugeuses. L'Iran est une véritable menace, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'ordre mondial. En 2016, Donald Trump est élu à la tête des États-Unis. Il ne cache pas son penchant pro-israélien et promet de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. C'est dans ce contexte que le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, multiplie les déclarations tonitruantes. À l'image de son prédécesseur, Khomeini, il appelle à l'élimination pure et simple d'Israël. Cette tumeur cancéreuse, depuis ses débuts, a progressé par étapes jusqu'à devenir une catastrophe. Son traitement doit aussi se faire par étapes. Autrefois allié d'Israël sous le régime du Shah, l'Iran fait plus que jamais partie de ses ennemis jurés depuis les attaques du Hamas d'octobre dernier. Donc, en réveillant cette menace et en étant capable de déclencher une guerre qu'il sait qui sera longue et éprouvante, il aura le peuple derrière lui. Le peuple qui sera uni face à un ennemi commun. Mais ce qui est encore plus malin, c'est qu'il peut faire d'une pierre 2 coups. Je m'explique.
À l'époque, quand j'étais encore étudiant ingénieur, j'avais des cours d'énergie nucléaire. Et notre professeur nous avait parlé du TNP. Le TNP, c'était le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Oui, c'est un traité de non-prolifération, donc qui est perpétuellement révisé. Donc il est acquis qu'il y a 5 puissances dotées, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais que les autres pays ne devraient pas se doter d'armes nucléaires. Il est prévu aussi, en théorie, un désarmement des principales puissances nucléaires. Au fait, les pays s'étaient mis d'accord pour ne pas développer les armes nucléaires. Mais moi, je me disais, mais pourquoi l'interdire à certains pays alors que d'autres grandes puissances comme la France, les États-Unis l'ont et que les autres États savent qu'ils l'ont? Eh bien, le meilleur exemple, c'est l'histoire de la table ronde. Je te raconte cette histoire. Imagine, toi et moi, on est assis autour d'une table avec un autre gars et on joue aux cartes. Et le gars qui a perdu aux cartes commence à s'énerver. Et là, à un moment, il nous sort un flingue. Lorsqu'il sort ce flingue, toi et moi, on est pris au dépourvu. Parce qu'on n'a pas d'armes sur nous. On n'a rien. L'homme possède un outil létal. Un outil qui peut nous rayer de la terre. Et donc, c'est lui qui est en position de force. L'arme nucléaire, c'est l'élément qui fait qu'un autre État va y réfléchir à 2 fois avant de t'attaquer. Parce qu'une bombe nucléaire, ça peut rayer ton pays de la carte. Plus rien n'existe. Et le prof nous avait dit qu'Israël possédait la bombe nucléaire, mais qu'il ne le disait pas. C'était un secret de Polichinelle. Ce n'est pas forcément une révélation qui fera l'effet d'une bombe, tant il s'agit d'un secret de Polichinelle au Proche-Orient. Mais selon Colin Powell, Israël posséderait 200 têtes nucléaires, et mieux encore, affirme l'ancien secrétaire d'État qui est officier sous George Bush, 200 têtes nucléaires israéliennes directement pointées sur Téhéran, la capitale iranienne. Ces propos n'ont rien d'officiel, ils ont fuité. C'est un groupe de hackers, DCLeaks, qui a dévoilé une série d'emails envoyés par l'ancien secrétaire d'État américain à l'un de ses conseillers. On est à l'époque en 2015 en pleine négociation sur l'accord nucléaire iranien auquel s'opposent les Israéliens. Voici ce qu'écrit Colin Powell dans un langage très franc. De toute façon, si les Iraniens fabriquent une bombe, ils ne pourront pas l'utiliser. Les types à Téhéran savent qu'Israël en a 200, toutes pointées sur Téhéran, et que nous, on en a des milliers. L'échange dévoilé par un blog spécialisé n'a pas été démenti par l'entourage de Colin Powell. En revanche, Israël, fidèle à sa ligne, ne confirme ni n'infirme posséder l'arme nucléaire. Ce qui fait que, dans le fond, Israël est la puissance militaire numéro 1 au Proche et au Moyen-Orient. Parce qu'il possède l'arme nucléaire. Il n'y a personne qui peut rien leur faire. Mais de l'autre côté, certains disent que les Iraniens développent l'arme nucléaire et qu'ils sont à ça de l'obtenir. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent « Mais non, ils développent du nucléaire pour un programme civil ». Je ne sais pas où est la vérité. Et peut-être que toi, tu as des infos. Et tu peux les partager en commentaire. Une image à présent, l'image du jour à l'Assemblée générale de l'ONU, celle du Premier ministre israélien. Pour aborder la question de l'Iran et de ses possibles armes nucléaires, Benjamin Netanyahou a sorti un schéma fixant au feutre rouge une ligne à ne pas franchir pour Téhéran. Et on va essayer de comprendre ça avec vous. Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Que signifie ce diagramme? Est-ce que la preuve est faite du danger que représente le programme de la bombe des Mollahs? Le danger existe, mais ce n'est pas cette bombe qui va nous convaincre, puisque la ligne rouge dont parle Benjamin Netanyahou, c'est une ligne rouge morale, vous n'allez pas plus loin que ça. Donc il a mis cette espèce de bombe avec des stades 70%, 90% et stade final. Moi qui ai un peu regardé la question, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'on raisonne quand on raisonne en termes d'une bombe qui pourrait voler de l'Iran jusqu'à Israël, c'est-à-dire 1700 km. On regarde plutôt autre chose, c'est-à-dire le taux d'enrichissement. 3,5%, c'est le plus bas. Les Iraniens sont arrivés à 20%, et de là à là, c'est beaucoup plus difficile que de là à là.
Donc, quand on sera arrivé à 90% de taux d'enrichissement de la matière fissile, on aura déjà une bombe. Donc, Benjamin Netanyahou n'a pas besoin de convaincre le monde que l'Iran a un programme nucléaire, mais il a besoin de trouver des chiffres qui sont plus compréhensibles. Et puis, de toutes les manières, l'Iran a assez de matière pour faire 2, 3, 4 bombes aujourd'hui. Elle est très loin de les avoir assez enrichies, mais il y a la matière brute. Mais elle n'a pas de missiles pour faire les 1700 km. Donc, je suis bien obligé de dire qu'il y a encore de la marge. Merci Harold Iman, merci beaucoup pour cet éclairage. Combien de temps l'Iran a besoin pour avoir la bombe atomique, vous pensez? Très peu. C'est-à-dire très peu? C'est-à-dire très peu. Ça se compte en mois, en années? Un mois, je le dirais. Je le mesurais en un mois, pluriel. Hein. Pas un mois, mais 1 mois, 2, 3 mois, je ne sais pas. Mais aussi... C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas y aller là dans 1 mois ou 2, c'est perdu. Non, parce que, non, je ne dirais pas ça, vous savez, parce que cela impliquerait que l'Iran est en train de développer une arme nucléaire. Et je crois qu'il ne faut pas exagérer ni confondre les gens. Ils ont une capacité, une latence pour, au cas échéant, fabriquer un armement nucléaire. Moi, ce que je juge et je suis obligé de vérifier, c'est leur capacité. Vous avez parlé d'une capacité pour fabriquer 3 bombes. C'est toujours le cas, vous pensez, ou c'est plus maintenant? Ils ont du matériel suffisant pour cela. Bref, en réalité, pourquoi est-ce que Netanyahou pourrait faire d'une pierre 2 coups? Tout d'abord, comme je te l'avais dit, il pourrait unir son peuple derrière lui et être le grand général de son pays. Et dans un autre temps, il pourrait arrêter le développement de l'arme nucléaire. Parce que si les Iraniens possèdent l'arme nucléaire, ça va créer un rééquilibrage des forces au Moyen-Orient. Et les Israéliens seront en position de faiblesse. Parce que déjà, la puissance militaire iranienne alliée à la bombe nucléaire ferait que ce serait eux qui auraient l'hégémonie de la zone. Ce seraient eux les boss, les gendarmes du Moyen-Orient. Et on ne pourrait rien leur faire. La capacité nucléaire qui en ce moment est douteuse. Hein. On ne sait pas si l'Iran, à quel degré l'Iran est de la fabrication d'une arme nucléaire, dont il faut rappeler quand même que si on est arrivé là, c'est parce que le président Trump et Israël ont refusé l'application de l'accord qui devait limiter la capacité de l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Donc il faut remonter toujours un peu ces choses-là. Mais justement pour Israël, ça pourrait être le moment de dire ils n'ont pas encore l'arme nucléaire, c'est le moment d'attaquer. Et la question stratégique pour les États-Unis est est-ce qu'on doit pousser cet avantage ou pas aujourd'hui et donc laisser Israël entraîner une escalade en Iran en sachant que l'escalade sera limitée compte tenu des capacités limitées des Iraniens aujourd'hui. Donc, lorsque Netanyahou lance un missile sur le consulat iranien, il peut régler 2 problèmes d'un coup. On a donc répondu à la question de 20 millions de dollars. Maintenant, il faut qu'on se mette à la place des Iraniens. Les Iraniens, ils sont dans une position extrêmement délicate. Ils sont face à un dilemme cornélien, un choix difficile à faire. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils savent pertinemment bien que s'ils répondent aux frappes israéliennes, derrière les Israéliens, il y a le grand frère américain, la première puissance militaire mondiale. Et il leur faudrait que quelques semaines, enfin, je dis quelques semaines, mais il leur faudrait quelques temps pour les faire tomber. Mais de l'autre côté, s'ils ne répondent pas à la provocation, ils risquent de perdre la face. Perdre la face face aux autres États. Perdre la face en interne, face à leur propre peuple. Mais également perdre la face face à leurs proxys, leurs milices armées qu'ils soutiennent, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Et bref, quand tu perds la face
tu commences à être décrédibilisé. On ne prend plus au sérieux. On commence à moins te respecter. Or, la crédibilité, le respect sont des éléments centraux du pouvoir. Et si tu perds ces éléments-là, ton pouvoir commence à vaciller. Donc, les Iraniens n'ont pas le choix. Ils doivent agir. Et comment est-ce qu'ils vont décider d'agir? En appliquant la doctrine Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, c'était un général iranien. Et au début de l'année 2020, juste avant la pandémie mondiale, Donald Trump avait décidé de le buter. Donald Trump a donc choisi une riposte franche, mais aussi une riposte sanglante. Tôt hier matin, sur ordre du président américain, le puissant général iranien Qassem Soleimani a été tué dans un raid sur l'aéroport de Bagdad. Téhéran promet de venger son chef militaire. Washington invite ses ressortissants à quitter immédiatement l'Irak. Igor Segheri. Voici le lieu de l'explosion, là où le puissant général iranien Qassem Soleimani est mort brûlé tôt ce matin dans une frappe américaine, à l'âge de 62 ans. Soleimani quittait l'aéroport de Bagdad dans un convoi de véhicules à bord duquel son premier lieutenant a également été tué. Dans la foulée du raid aérien, le Pentagone annonce que l'ordre de tuer Soleimani est de Trump lui-même. Décision prise sans doute après la tentative d'assaut de l'ambassade américaine mardi à Bagdad par des miliciens pro-Iran. Donald Trump et ses conseillers ont peut-être cru revivre ce qui s'était passé en 1979 en Iran lorsque l'ambassade américaine avait été prise d'assaut. Et donc c'est peut-être ce qui explique cette décision très risquée prise par Donald Trump de tuer celui qui incarne donc la toute-puissance iranienne hors de ses frontières et la capacité de nuisance aussi de l'Iran. Le général Soleimani, un homme clé du régime, à tel point que le guide suprême iranien Ali Khamenei s'est immédiatement engagé à venger la mort de son chef militaire et a décrété un deuil national de 3 jours dans le pays. Alors moi, à l'époque, je prenais pas la mesure de qui était Qassem Soleimani, jusqu'à ce que je vois un documentaire sur Arte. Et là, j'ai compris que ce gars-là, c'était du lourd. Dernière fois qu'il est apparu en public, c'était lors de cet entretien diffusé par la télévision iranienne, dans lequel Qassem Soleimani raconte l'une de ses guerres, au Liban en 2006. Sentinelle de l'Iran, maître espion de la République islamique, ce haut commandant âgé de 62 ans a vécu avec la guerre pendant près de 40 ans. La première fois qu'il la rencontre, il est âgé de 22 ans. Nous sommes en 1979, c'est le début de la révolution en Iran. Ce fils de paysan passionné de culturisme troque alors ses pantalons d'ouvrier pour un treillis militaire. Il rejoint le rang des Pasdaran, le corps des gardiens de la révolution, dont il prendra la tête 20 ans plus tard. Les gardiens de la révolution ont annoncé que le général honoré de l'islam, Qassem Soleimani, est mort en martyr ce matin après des années de lutte pour l'islam. De l'Irak au Liban en passant par la Syrie, partout le général a imposé la puissance iranienne. Longtemps commandant de l'ombre, il prend la direction de la force Al-Quds entre fin 97 et début 98, après la prise de pouvoir des insurgés islamistes à Kaboul. Tacticien pragmatique, il s'allie aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 pour renverser les talibans. Une collaboration de courte durée, mais qui fait sa réputation de stratège à Washington. Conseiller de Bachar el-Assad, artisan de l'intervention militaire russe en Syrie, ou encore acteur clé dans la formation du futur gouvernement en Irak, Qassem Soleimani est en ligne directe avec l'ayatollah Khamenei. En septembre 2016, alors que la rumeur d'une candidature à l'élection présidentielle enfle, le héros national nie toute ambition politique. Dans un communiqué, il affirme qu'il restera un soldat jusqu'à la fin de sa vie. Cet homme-là était l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Et là, on a commencé à voir certains États qui commençaient à avoir peur.
Les réactions au raid américain dans lequel le général iranien Qassem Soleimani a été tué n'ont pas tardé. Donald Trump, le président américain, a tweeté « Le général Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains et projetait d'en tuer encore beaucoup plus, mais il a été pris. Il était responsable de la mort de millions de personnes, dont les nombreux manifestants tués en Iran. L'Iran ne l'admettra jamais, mais il était haï et craint dans son propre pays. » Réaction sans surprise du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui s'est félicité de cet assassinat. Qassem Soleimani est responsable de la mort de citoyens américains et de bien d'autres personnes innocentes. Il préparait d'autres attaques similaires. Le président Trump a tout le mérite de cette action rapide, puissante, décisive. L'assassinat du général Soleimani a logiquement été dénoncé par le parti chiite Hezbollah, allié de poids de l'Iran au Liban. La France a appelé l'Iran à la retenue afin d'éviter une grave crise de prolifération nucléaire. Oui, on se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse. Elle est dangereuse partout, elle est dangereuse sur tous les terrains, et c'est pour ça que la France, toujours, œuvre et cherche les conditions d'une stabilité, et donc nous allons continuer à le faire. L'Allemagne exprime elle aussi sa grande inquiétude et appelle à la recherche de solutions diplomatiques. L'action américaine est une réaction à toute une série de provocations dont l'Iran porte la responsabilité. Nous sommes à un point d'escalade dangereux et il nous revient de contribuer à la désescalade avec prudence et retenue. L'Allemagne a donné instruction à ses 130 soldats présents en Irak, notamment à Bagdad et Taji, non loin de la capitale, de ne pas quitter leur base. Et je peux comprendre les inquiétudes de la France et de l'Allemagne, parce que l'esprit qui régnait à cette époque-là en Iran était un esprit vengeur, un esprit qui réclamait une vengeance radicale. L'affiche géante a été installée à la hâte dans Téhéran. Un appel à venger le sang versé par le général Soleimani. Appel martelé dans toute la capitale avec cette imagerie du martyr familière dans le paysage iranien. Devant l'ex-ambassade américaine, les fresques anti-États-Unis ont été repeintes il y a 2 mois, réactualisées pour critiquer Donald Trump. Ces Iraniens proches des conservateurs appuient les positions offensives de l'État. Depuis 40 ans, les États-Unis sont notre ennemi numéro 1. Depuis qu'ils ont usé de la terreur en assassinant le général Soleimani, ils le sont plus que jamais. Les États-Unis sont les ennemis du monde entier. Ce sont des assassins. On a de la haine pour eux. Dans ce bazar, les États-Unis sont d'abord synonymes de sanctions. Beaucoup de ressentiment chez les classes les plus populaires, étouffées par la hausse des prix des produits de base. Le coût des grenades, par exemple, a été multiplié par 3. Trump nous a ciblés directement, nous, le peuple. Il faut qu'il le sache. Il dit qu'il défend les Iraniens en agissant comme ça, mais c'est un mensonge. Les États-Unis sont responsables de ce qui se passe. Mais l'Iran aussi, tous les deux sont responsables. Car même dans le climat actuel de vives tensions, certains Iraniens osent pointer du doigt publiquement la responsabilité partagée par l'État iranien dans le conflit, comme cette enseignante. Moi, hier, j'ai pris la décision de quitter l'Iran à cause de la situation économique. L'Iran doit adopter la bonne attitude pour changer cette situation. Il faut que l'Iran accepte de parler de façon pacifique. La République islamique a d'ores et déjà promis une riposte. La question est de savoir où, quand et sous quelle forme. Une escalade dans les relations avec les États-Unis que redoutent à la fois les partisans et les opposants au régime iranien. Et là, le gouvernement iranien était au pied du mur. Exactement comme la situation face à Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'il savait pertinemment que s'il répondait avec une riposte du même ordre que l'attaque des États-Unis, il risquerait de subir une contre-riposte démesurée. L'Iran n'a qu'à bien se tenir, c'est l'avertissement de Donald Trump à Téhéran. Depuis le raid américain qui a tué le général Soleimani vendredi à Bagdad, la République des Mollahs crie vengeance. Mais dans un tweet, le président américain promet de frapper vite et fort 52 sites iraniens s'il y avait des représailles. Et donc là, les Iraniens ont décidé de jouer au
théâtre de la géopolitique mondiale. En réalité, ils ont décidé de riposter. Mais avant de riposter, ils ont appelé les Irakiens, leur disant de prévenir les Américains qu'ils allaient bombarder une certaine zone. Raison pour laquelle il valait mieux que le gouvernement américain prévienne tous ses ressortissants d'évacuer la zone qui allait être bombardée. 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté en tirant des missiles contre des bases abritant des soldats américains. Selon le Pentagone, cette nuit, une douzaine de missiles ont été lancés depuis l'Iran contre 2 bases militaires en Irak. Les sites attaqués sont les bases d'Ain al-Assad et d'Erbil. Al-Assad abrite 1500 soldats américains et des forces de la coalition. Aucune perte n'a officiellement encore été annoncée. Ces raids revendiqués par Téhéran marquent un tournant. C'est la première fois depuis des années qu'Américains et Iraniens s'affrontent directement. De quoi redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si dirigeants américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. Dans un tweet, Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son pays avait mené et terminé dans la nuit des représailles proportionnées. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, a-t-il insisté. Le président américain Donald Trump a lui défendu une nouvelle fois l'attaque perpétrée contre le général Soleimani vendredi dernier à Bagdad, expliquant que les États-Unis avaient sauvé beaucoup de vies en tuant Qassem Soleimani. Et sur Twitter, Trump a annoncé qu'il ferait une déclaration ce jour et expliqué que l'évaluation des dégâts et des victimes était en cours, commençant par un « tout va bien ». La riposte était donc calculée et millimétrée. Millimétré parce qu'il fallait assouvir l'esprit vengeur du peuple iranien. On avait tué sa star militaire, sa star politique. Et en même temps, il ne fallait pas offusquer la première puissance militaire mondiale qui aurait pu répondre de manière totalement démesurée. Oui, c'est une riposte calculée, mesurée, effectivement. C'est ce qui ressort de la déclaration de Zarif. Elle est intéressante justement parce qu'elle insiste sur le caractère proportionné et non pas proportionnel à l'affront qui a été fait. La différence de vocabulaire n'est pas neutre. Et surtout, il fait référence au droit de légitime défense inscrit dans la charte de l'ONU. C'est une manière de se positionner comme un pays qui s'inscrit dans le droit international, à contrario justement des Américains qui se sont lancés dans une élimination extrajudiciaire. Donc c'est délibérément qu'effectivement il insiste sur ce point. Et à travers cet épisode Qassem Soleimani, je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Je sais que tu as compris où est-ce que je voulais en venir. En réalité, les Iraniens ont agi exactement de la même manière avec les Américains qu'ils ont agi avec les Israéliens. Ils ont envoyé des drones, des centaines de drones, mais n'ont tué personne. Israël, confronté dans la nuit à un barrage de drones et de missiles. Première attaque frontale directe de l'Iran sur son territoire. C'est historique et terrifiant pour les Israéliens, déjà sous le coup d'un assaut inédit du Hamas le 7 octobre dernier. Interception ici, dans le ciel syrien. Et ici, au-dessus de Tel Aviv, comme en plusieurs autres endroits du pays, des sites militaires ont été visés. L'Iran a lancé une attaque coordonnée de grande envergure contre Israël ce soir. Le régime iranien a tiré plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques vers Israël. Avec nos alliés et nos partenaires dans la région, Israël se défend de cette attaque. La Jordanie, alliée d'Israël, a contribué à cette défense. La quasi-totalité des drones et missiles détruits, affirme Washington. Rentré d'urgence de son week-end, Joe Biden a réitéré le soutien inébranlable des États-Unis à son allié. Mais ils ont envoyé des missiles, je pense, qui ont atterri sur certaines bases militaires pour envoyer un petit message. Les débris d'un missile ont été découverts dans le désert israélien près de la mer Morte, un peu plus d'une semaine après l'attaque massive de l'Iran. 99% des missiles et des drones envoyés ont été abattus par Israël et ses alliés. Les dégâts ont été mineurs, comme ici, sur la base aérienne israélienne de Nevatim. Mais selon le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran a envoyé un signal fort avec cette attaque.
بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن چند تاش خورد چند تاش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. Enfin bref, tu vois, cette situation géopolitique qui aurait pu totalement dégénérer peut se retranscrire dans nos propres vies, à toi et à moi. Parce que nous deux, un jour viendra où, enfin ça m'est déjà arrivé, que quelqu'un va tenter de nous provoquer. Et le problème c'est quoi? C'est que la provocation appelle à une réaction qui est basée sur l'émotion. Parce qu'on crache sur notre dignité. Et nous, on est des gens d'honneur. On laisse personne nous marcher sur les pieds. Donc, on va répondre à la même hauteur, au même degré que la provocation qui nous est faite. Mais en réalité, pour répondre à une provocation de manière extrêmement intelligente et pour détruire notre adversaire, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est répondre à la question qui vaut 20 millions de dollars. Quelle est l'intention de la provocation? Pourquoi cette personne cherche à me sortir de mes gonds? Au fait, tu remarqueras, très souvent il y a un stratagème, très souvent il y a un objectif derrière la provocation. On ne nous provoque pas pour rien. Et souvent, ceux qui sont les éléments provocateurs attendent de nous la réaction émotionnelle. Parce que la réaction émotionnelle entraîne l'aveuglement de notre clairvoyance. On y voit plus clair, on n'est plus rationnel. Parce que quand on est sous le coup de l'émotion, on agit comme un poulet à qui on a coupé la tête. On court dans tous les sens sans comprendre pourquoi. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est de maîtriser son émotion pour être capable de répondre à la question « Quelle est l'intention ?» La deuxième étape, c'est de se remémorer cette citation. « Celui qui veut se venger de son ennemi doit creuser 2 tombes. » Je répète. Celui qui veut se venger de son ennemi doit creuser 2 tombes. La messe est dite. Quand tu cherches à te venger de quelqu'un, dans le fond, tu redescends à son degré, tu redescends à son niveau. Et tu te perds, tu t'auto-détruis sans en prendre conscience. Ce qui est normal, parce que l'émotion de la haine t'habite. Et tu as envie d'évacuer cette haine en lui rendant coup pour coup. Mais en faisant ça, tu creuses ta propre tombe. La troisième étape, c'est de te rappeler de cet élément-là. Venge-toi. Je sais, c'est en totale contradiction avec ce que je viens de te dire précédemment. Mais lorsque je te parle de te venger, c'est pas de te venger de manière brutale, de rendre coup pour coup. Non. Nous, on va plus sur un concept à la Marc Aurèle. Le meilleur moyen de se venger de son ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et je rajouterais que le meilleur moyen également de se venger de son ennemi, c'est d'être meilleur que lui. Et comment est-ce que tu fais pour être meilleur que ton ennemi? C'est en développant ton propre potentiel, en développant ces choses, ces trésors cachés qui t'habitent. Et quand tu fais ça, quand tu deviens une personne inspirante, une meilleure version de toi-même, ton adversaire, l'élément provocateur qui attendait à ce que tu deviennes fou sous le coup de l'émotion, commence à avoir une haine qui l'habite, une haine qui grandit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réagi de la manière qu'il attendait. Tu as réagi d'une autre manière. Tu t'es concentré sur ta propre personne et t'es devenu meilleur, meilleur que lui.
Et le fait qu'il soit conscient que tu sois devenu meilleur que lui le rend malade et le fait s'auto-détruire. Voici la plus belle manière de répondre à une provocation. On vit dans un monde qui est difficile. Parce que tu vois, notre environnement médiatique nous pousse à réagir sous le coup de l'émotion, le coup de l'indignation. Et quand on est dans ce mode-là, on n'est pas clairvoyant, on n'est pas rationnel, on n'est pas objectif par rapport aux choses. Or, ce qu'on vient de faire là, toi et moi, c'est faire un pas en arrière sans prendre position, mais juste à essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui se tramait. Et en voyant ce qui se tramait, on a pu extraire un élément qu'on peut retranscrire dans nos propres vies. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura des gens dans ce monde qui nous détestent et qui vont tout faire pour nous provoquer. Parce qu'ils ont un objectif derrière. Et quand toi, tu es capable de comprendre quelle est l'intention de la provocation et que tu appliques les 3 étapes que j'ai partagées avec toi, eh bien là, tu es sur le chemin pour transformer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. C'est facile pour moi de parler dans ma position. Parce que la guerre, elle est loin de moi. Elle est au Moyen-Orient. Bien qu'il y ait des conséquences dans mon environnement. C'est pour ça que j'aimerais avoir ton opinion à toi, ta vision, tu vois. J'ai pas la science infuse. Je regarde les choses avec mes propres lunettes, les lunettes de mes propres expériences, des propres émotions que j'ai vécues. Et je peux pas dire que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est totalement juste. Raison pour laquelle j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu partages avec moi ton opinion. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Comment est-ce que tu vois ce conflit au Moyen-Orient? Comment est-ce que tu vois les choses historiques qui se passent là-bas? Partage avec moi tes connaissances en commentaire. Et en fonction de ce que tu auras écrit, eh ben peut-être que j'en ferai une vidéo. Quoi qu'il arrive, je te remercie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.